Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à cet événement majeur que sont les élections américaines. J'ai le plaisir de partager un certain nombre de données qu'on va vous présenter avec à mes côtés Mathieu Gallard d'Ipsos Public Affaires et qui est spécialisé dans les élections américaines et d'autres élections. Et puis Thomas Negaroff de France Info, journaliste, historien, expert également des États-Unis. Et nous vous diffuserons dans un instant également une petite vidéo de mon homologue américain, puisque Ipsos a une présence très importante aux États-Unis. Et je voudrais commencer par vous rappeler cela. Vous savez sans doute qu'Ipsos est présent dans 90 pays. Nous sommes un groupe mondial extrêmement étendu. Vous savez peut-être moins que nous sommes également une très grande compagnie dans le suivi des élections dans le monde. Nous suivons une vingtaine d'élections dans le monde avec un process très très serré qui a été mis en place depuis quelques années, où nous échangeons des informations, où nous contrôlons la qualité de ce qui peut être fait dans un pays en fonction de toute une série de critères. Et nous œuvrons, et nous sommes la principale compagnie mondiale, nous œuvrons donc dans le suivi d'une vingtaine de campagnes électorales par an, en Europe bien évidemment, mais également en Amérique latine et aux États-Unis. Aux États-Unis, nous avons une présence particulièrement importante. Ipsos est très très présent, suit énormément les élections américaines. Et les données que je vais partager, ainsi que Mathieu avec vous, sont directement issues de ce que nous faisons localement aux US et des chances que nous avons eues, bien évidemment, avec Clifford Young, mon homologue. Alors, on va commencer justement par une petite vidéo de Clifford, et puis après, je reprendrai la main avec Mathieu pour vous présenter ces données, et Thomas nous fera part aussi de sa vision et de son analyse des États-Unis, pays qu'il connaît extrêmement bien. Hello, everyone. 6 days until the election here in the United States. And it's really an unprecedented time. By Election Day on Tuesday, November 3rd, we'll have something between 50 and 60% of the voting population already having early voted. Obviously, this is in part a function of COVID, but it also was a long-term trend towards early voting. So the election is in motion at this point. The question is who will win, obviously. And both at the national level as well as in the key swing states, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, and Florida, among others, Biden is leading Trump. There has been very little change over the last month. I would say the operative word is stability, stability, stability. In 2016, there wasn't stability. Actually, the polls were narrowing. Trump versus Clinton over the course of the last 4 weeks. We're not seeing that today, but we will see what will happen because things can change, obviously. The last point I wanted to make is the key theme or issue of the election is the coronavirus. That is a primary issue driving voters at this point, and Biden leads Trump on this also important issue. In 2016, the main issue was economy and jobs, and Clinton and Trump were tied on that. In the key swing states, which I just mentioned, Trump actually had the lead. So once again, it's trending Biden. Obviously, anything can happen between now and then, but the operative word, as I was saying, is stability. Voilà, retour en France après cette petite vidéo qui donne déjà un certain nombre d'enjeux par Clifford Young. Je laisse maintenant la parole à Mathieu qui va démarrer cette présentation en vous rappelant un certain nombre de choses sur les élections déjà de 2016. Mathieu, à toi. Merci beaucoup. Bonjour. Donc effectivement, je vais vous présenter quelques éléments sur les élections de 2016. Donc tout d'abord, les résultats de l'élection de 2016. Premier élément qu'il faut évidemment garder en mémoire, c'est le fait que Hillary Clinton était arrivée en tête en voix au niveau national. Elle avait 65,8 millions de voix contre 62,9 millions à Donald Trump, mais par la magie du mode de scrutin américain, Donald Trump avait été élu. Deuxième élément qu'on voit sur ces graphiques, c'est que si on compare les évolutions par rapport à l'élection de 2012, il y avait eu en fait une très grande stabilité. Hillary Clinton avait retrouvé quasiment à l'électeur près le socle électoral d'Obama et Donald Trump avait progressé de 2 millions de voix sur Mitt Romney en 2012
mais c'est une progression qui reste relativement contenue, étant donné qu'on parle d'un corps électoral de 136 millions d'électeurs. Donc une stabilité, et une stabilité qui en fait est à l'œuvre depuis une vingtaine d'années aux États-Unis. Vous avez ici les résultats des élections présidentielles aux États-Unis depuis les années 50. Ce qu'on constate, c'est que dans les années 60, 70, 80, il n'était pas rare qu'un président soit élu avec une très forte avance. On peut penser à Lyndon Johnson en 1964, à Richard Nixon en 1972 ou à Ronald Reagan en 1984. Or, depuis les élections de 2000, on constate à la fois que le rapport de force entre les démocrates et les républicains est extrêmement stable, que ce rapport de force est extrêmement équilibré. Les deux partis sont vraiment au coude à coude dans les différentes élections présidentielles qui se sont succédées, et qu'il n'y a plus d'irruption de tiers partis, comme on les appelle aux États-Unis, c'est-à-dire de petits candidats. Ceux-là sont quasiment absents des campagnes électorales, alors que ça n'était pas forcément le cas dans le passé. Cette polarisation, elle est en fait en place depuis de longues années, et il faut se rappeler que dans les années 40 ou 50 aux États-Unis, les deux partis, démocrates comme républicains, étaient des coalitions d'intérêts très divergents, avec des idéologies en fait internes très divergentes. Au sein des démocrates, vous aviez des démocrates de gauche dans la tradition de Franklin Roosevelt, mais vous aviez aussi des démocrates racistes, ségrégationnistes dans le Sud par exemple, et vous aviez la même chose dans le Parti républicain. Peu à peu, dans les années 60, les deux partis sont devenus plus cohérents idéologiquement. Le Parti démocrate est devenu un parti de centre-gauche, le Parti républicain est devenu un parti de centre-droit. Et depuis les années 80, et beaucoup plus, de manière encore beaucoup plus forte depuis une vingtaine d'années, ces deux partis, en plus d'être cohérents, ils s'éloignent de plus en plus. Il y a une polarisation des électeurs et des partis aux États-Unis. C'est ce qu'on voit sur ces deux graphiques. Le graphique du haut présente en gros, comment se situent les électeurs démocrates et républicains sur un certain nombre de valeurs. Et globalement, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que les démocrates sont à la fois de manière beaucoup plus cohérente de gauche, à la fois sur les valeurs économiques et sur les valeurs culturelles, par exemple l'avortement, les droits des minorités, qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Les républicains sont beaucoup plus de droite et ils s'éloignent de plus en plus. Et sur le graphique du bas, ce que l'on voit, c'est la même chose, mais non plus pour les électeurs, mais pour les élus. C'est la manière dont votent les élus démocrates et républicains au Congrès des États-Unis. Et on voit là aussi que les républicains comme les démocrates sont beaucoup plus polarisés. Il y a vraiment désormais deux blocs qui s'affrontent aux États-Unis de manière extrêmement marquée. Si on veut toujours revenir sur l'élection de 2016, donc, on disait que Donald Trump avait légèrement progressé en voix. Ce léger progrès en voix lui avait suffi à faire basculer un certain nombre de swing states importants. Vous avez la Floride au sud et vous avez surtout dans le nord-est des États-Unis 5 États de ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire la ceinture industrielle en déclin, qui avaient basculé d'un vote pour Obama en 2012 à un vote pour Trump en 2016. Et on retrouve cette bascule à un niveau plus fin, celui des comtés. Ici, vous voyez l'évolution du vote républicain entre 2012 et 2016. Plus les comtés sont rouges, plus ça veut dire qu'il y a eu un basculement en faveur de Donald Trump. Donc très clairement, voilà, cette région des Grands Lacs a fortement basculé. Néanmoins, ça doit être relativement modéré, on va dire, par la carte suivante, qui est la carte de la participation. Toujours entre l'élection de 2012 et l'élection de 2016, on voit que dans certains de ces États clés, il y a eu en fait un recul de la participation. Le recul, il est en bleu, alors que la hausse est en rouge, ce qui veut dire qu'une partie des électeurs auparavant démocrates de ces États ont plus basculé dans l'abstention que dans un vote Trump. Donc voilà, il y a eu des évolutions très marquées, mais assez différentes, et on va voir dans la suite de la présentation qu'elles continuent, voire qu'elles s'amplifient pour un certain nombre d'entre elles lors de cette année. Je laisse la parole à Brice pour vous présenter le rapport de force actuel tel qu'on le mesure. Alors après ce petit rappel où en est-on aujourd'hui du rapport de force électoral, comme vous le voyez ici, Biden est en tête sur le vote national avec une dizaine de points. Là, ce que nous vous livrons ici, ce sont nos intentions de vote les plus récentes. On voit que Biden serait dans la zone des 52% et Trump à 42%. Donc c'est une avance qui est considérable. Elle est importante parce que même Nat Silver, qui agrège, vous le savez, un certain nombre de données issues de instituts de sondage et qui travaille aussi avec les données évidemment d'Ipsos, encore une fois, on est un très gros fournisseur
dans cette campagne, et bien d'après ses calculs, considère que si l'avance nationale est de 6 à 7 points, il y a une probabilité de victoire à ce moment-là pour Biden de 99%. Et on est, à date en tous les cas, dans une avance qui serait plus considérable encore. Alors ça ne veut pas dire que tout est joué, mais ça veut dire que clairement, les données que nous avons montrent cette forte avance de Biden et à quel point il est bien positionné pour l'emporter. Ce qui est également important, et ça l'est d'autant plus quand on revoit ce qui s'était passé en 2016, c'est que l'avance de Biden, elle est systématiquement comprise entre 5 et 10 points depuis quasiment le début. Et ce n'est pas ce que nous avions eu lors de la dernière élection, où vous le voyez, Hillary Clinton, par moment, avait une avance de jusqu'à 18 points mesurée sur son adversaire, mais aussi à d'autres moments, c'était beaucoup plus volatile, elle avait pu se retrouver en retard jusqu'à 1 point sur Trump. Donc en 2016, une élection où il y avait beaucoup de rebondissements, beaucoup de volatilité encore électorale, ce qui ne semble pas être du tout le cas de cette élection, avec une grande stabilité du corps électoral. Alors ce qui est intéressant également, c'est de regarder de plus près la sociologie électorale, qui soutient Biden et qui soutient Trump. On a de très nombreux indicateurs, mais je vous propose d'aller directement à ce qui est le plus important, le plus frappant. Il y a 3 variables qui sont importantes. D'abord la variable du genre, vous voyez à quel point le vote Biden où le vote Trump est corrélé au sexe, avec des femmes qui refusent massivement Trump et qui vont sur Biden. C'est important parce que cette variable, elle est rarement aussi discriminante et elle le devient de plus en plus aux États-Unis et tout particulièrement dans cette campagne. Deuxième point à avoir à l'esprit, c'est la variable de l'âge. Les 55 ans et plus sont plutôt sur Biden avec un petit avantage et ça, c'est important puisque cet électorat-là avait joué un rôle majeur dans l'élection de Trump. Donc là aussi, il y a un indice évidemment à prendre en compte. Et puis le vote, selon que vous êtes blanc, afro-américain ou hispanique, ce qu'on voit, c'est que les blancs, alors on reviendra là-dessus, les blancs continuent à voter, notamment les blancs populaires, continuent à voter pour Trump, mais moins qu'auparavant. Et là aussi, il y a évidemment au niveau des différentes minorités des enjeux de mobilisation et maintenant des enjeux de clivage qui expliquent pourquoi nous avons une telle avance de Biden dans l'ensemble de ces enquêtes. Alors tout cela ne doit pas minimiser malgré tout la question des swing states. On voit la dynamique au plan national, mais il faut l'affiner au niveau des swing states. Et quand il faut affiner, c'est Mathieu. Merci beaucoup. Donc ici, vous avez une carte qui vous présente effectivement les prédictions faites par un certain nombre d'analystes sur le vote que devraient suivre les États. En rouge foncé et en bleu foncé, vous avez les États qui sont assurés pour Trump et pour Biden. En rouge clair et en bleu clair, les États qui favorisent assez nettement un des candidats sans qu'on puisse de manière absolument certaine dire que cet État votera pour Biden ou pour Trump. Et en marron, vous avez les États vraiment incertains, les vrais swing states. On voit qu'il y a 2 régions qui se dégagent. Il y a cette fameuse Rust Belt qui avait basculé d'Obama à Trump en 2016. Cette année, on va le voir, Biden est légèrement en tête dans la plupart des États de cette région, à voir si cela lui suffira. Et puis vous avez une autre région, c'est ce qu'on appelle la Sun Belt, c'est vraiment la ceinture du sud des États-Unis, avec des États qui, au contraire de ceux de la Rust Belt, sont souvent des États très dynamiques économiquement et où les évolutions démographiques et sociologiques profitent aux démocrates. On a beaucoup d'États qui auparavant étaient des bastions républicains qui, cette année, menacent de basculer dans le camp démocrate. Si on affine un petit peu ça, dans la Rust Belt, aujourd'hui, ce que mesurent les sondages Ipsos, les derniers sondages Ipsos, c'est une avance de Joe Biden. On le voit très clairement dans le Michigan et dans le Wisconsin, 2 États qui sont importants parce qu'ils totalisent 26 grands électeurs. Dans ces 2 États, Biden a quasiment 10 points d'avance. On le voit aussi bien dans les sondages Ipsos que dans ce qu'on appelle la moyenne du site Real Clear Politics qui agrège et fait une moyenne de l'ensemble des sondages. Dans ces 2 États, on voit difficilement à ce stade comment Trump pourrait l'emporter étant donné l'avance de Biden. En revanche, en Pennsylvanie, Biden est en avance, mais de manière un peu plus serrée. Ça reste un État qu'il faut probablement suivre de près. Dans ces États de la Rust Belt, l'électorat vraiment le plus important, c'est l'électorat ouvrier blanc. On voit ici la manière dont votaient ces électeurs dans les élections présidentielles passées. S'ils votaient dans la partie bleue du graphique, ça veut dire qu'ils votaient plus démocrates que la moyenne des Américains. Dans la partie rouge, ils votaient plus républicains que la moyenne des Américains. On voit qu'ils ont voté davantage démocrates, pas très fortement, mais quand même davantage démocrates
que la moyenne jusqu'aux années 90 et que tout ça s'est effondré à partir de 2000 très rapidement. Et on voit d'ailleurs que l'élection de Donald Trump, elle ne fait finalement que suivre et amplifier une dynamique qui était déjà à l'œuvre depuis de longues années sous les mandats de Bush puis de Barack Obama. Cette année, dans la dernière intention de vote d'Ipsos, on constate que Biden ferait mieux que Clinton dans cet électorat blanc des catégories populaires. Il obtiendrait 36% des intentions de vote contre 28% pour Hillary Clinton en 2016. Malgré tout, il est quand même, on le voit, nettement derrière Donald Trump qui est à 58%, même s'il obtenait 67% des voix de cet électorat en 2016. Deuxième région donc cruciale cette année, c'est la Sun Belt, donc avec un certain nombre d'États souvent assez dynamiques économiquement, qui sont d'anciens bastions républicains et qui sont très incertains cette année. Il y a la Floride qui est un swing state à chaque élection depuis des décennies. Cette année encore, les choses sont extrêmement incertaines. Le dernier sondage Ipsos donne 2 points d'avance à Joe Biden et la moyenne des sondages du site Real Clear Politics les donne exactement à égalité. Donc ça sera un État à suivre de manière particulièrement intentionnelle le soir de l'élection. Et puis 2 autres États importants, la Caroline du Nord et l'Arizona, vraiment 2 États qui, il y a encore quelques dizaines d'années, dont personne ne pouvait penser qu'ils votent démocrate, où là, Joe Biden est très légèrement en avance, mais là aussi une avance extrêmement précaire. Donc vraiment des États à surveiller comme le lait sur le feu. Et on voit que dans ces États, il y a plusieurs électorats qui vont être très importants. Déjà, comme le disait tout à l'heure Brice, l'électorat des minorités, notamment les Afro-Américains et les Hispaniques, des minorités qui votent massivement pour les démocrates depuis des décennies. C'est particulièrement le cas des Afro-Américains qui votent à 90% pour les démocrates quasiment. Dans ces minorités, l'enjeu, c'est plutôt celui de la mobilisation. On a vu qu'en 2016, on le voit sur ce graphique, la participation des Afro-Américains était passée à 59,6%. Elle s'était vraiment effondrée par rapport aux élections qui s'étaient tenues sous Barack Obama. L'enjeu, c'est de pouvoir remobiliser cet électorat. Idem chez les Hispaniques qui sont été la minorité à se rendre le moins aux urnes en 2016. Donc dans ces 2 enjeux, dans ces 2 catégories, vraiment l'enjeu de la mobilisation est essentiel et la campagne démocrate essaye vraiment de motiver ces électorats pour se rendre aux urnes. Deuxième électorat clé de cette élection dans le Sud, c'est l'électorat des banlieues des grandes villes. Si vous regardez cette carte, c'est l'évolution du vote entre Obama en 2012 et Clinton en 2016. Quand les comtés sont en bleu, ça veut dire que le vote démocrate a baissé. Quand ils sont en rouge, le vote démocrate a augmenté. On voit que massivement, le vote démocrate a baissé quasiment partout aux États-Unis. Pourtant, je vous ai dit tout au début que Hillary Clinton avait récupéré quasiment à l'électeur près l'électorat de Obama en 2012. Ça veut dire qu'elle a progressé dans certaines régions. Et on le voit dans les banlieues de certains États du Sud. Vous avez notamment au Texas les banlieues de villes comme Austin, comme Dallas, comme Houston. Vous avez en Géorgie la banlieue d'Atlanta ou en Arizona la banlieue de Phoenix, qui sont des banlieues extrêmement peuplées évidemment et qui ont en fait en termes électoraux complètement contrebalancé au niveau national les pertes en voix d'Hillary Clinton dans les autres régions du pays. Alors, le problème d'Hillary Clinton, c'est que ces États étaient des États trop républicains pour que ces progrès qu'elle avait effectués en 2016 puissent lui permettre d'emporter ces États. Mais en 2018, lors des élections de mi-mandat, cette dynamique démocrate dans les banlieues des grandes villes du Sud s'est poursuivie. Et selon les sondages, elle devrait encore se poursuivre cette année. On peut en donner un exemple avec un comté du Texas, qui est le comté de Hays, c'est dans la banlieue d'Austin, la capitale du Texas, qui est une ville très dynamique à la fois économiquement et culturellement. Ce comté, jusqu'aux années 90, c'était un comté quasiment rural. On voit sur le graphique de gauche le nombre de votes pour les démocrates et pour les républicains aux élections présidentielles. On constate qu'il y avait jusqu'en 1996 au maximum 25-30 000 électeurs qui se déplaçaient. Et on voit qu'il y a eu une véritable explosion démographique dans ce comté, puisque lors de l'élection de 2016, il y a eu plus de 72 000 électeurs qui se sont déplacés dans ce comté. Donc une explosion démographique et en plus une progression des démocrates, parce qu'on voit aussi qu'en 2000, 2004, 2008, les républicains étaient largement en tête. En 2016, Hillary Clinton avait quasiment autant de voix que Donald Trump dans ce comté. Et on retrouve cette tendance dans énormément de comtés du Texas, de Géorgie, de l'Arizona. Et ce qu'on constate, c'est que dans le vote anticipé,
Ces comtés, cette année, se mobilisent de manière exceptionnelle. Le comté de Hayes, je l'ai pris en exemple, parce que c'est le premier comté des États-Unis dans lequel il y a eu déjà, c'était lundi dernier, plus d'électeurs qui se sont rendus au bureau de vote de manière anticipée que d'électeurs qui avaient voté au total lors de l'élection de 2016. Donc c'est tous ces éléments, à la fois de mobilisation et de basculement vers les démocrates, qui expliquent pourquoi cette année, l'Arizona, la Caroline du Nord, le Texas même, peut-être, pourraient être des États qui basculeraient dans le camp démocrate. Enfin, un dernier électorat clé dans le Sud, c'est l'électorat senior. En 2016, les électeurs âgés de 65 ans et plus avaient voté nettement pour Donald Trump, à 53% contre 45% pour Hillary Clinton. Cette année, dans la dernière intention de vote Ipsos, le rapport de force entre les deux est totalement équilibré. Et cet électorat, il est notamment très nombreux dans un État clé, la Floride, dans lequel plus de 25% de la population est âgée de 65 ans et plus. Et on voit que ce basculement pourrait avoir des conséquences pour Donald Trump dans cet État clé. Enfin, on a voulu vous montrer toute l'étendue des scénarios qui étaient possibles selon ces le rapport de force dans ces swing states. On peut très bien imaginer une réélection de Trump, mais vraiment dans une sorte de trou de souris, si Joe Biden ne remporte finalement que 2 États dans lesquels Hillary Clinton avait perdu en 2016, le Wisconsin et le Michigan, c'est les États en bleu clair sur la carte de gauche, et si en revanche Donald Trump gagne sur le fil, conserve sur le fil les autres États de la Rust Belt, notamment la Pennsylvanie, qui est un État extrêmement important, et dans le même temps ne perd aucun des États du Sud. Ça n'est pas un scénario très probable, néanmoins, si jamais Trump devait être réélu, c'est probablement sur ce scénario que ça arriverait. Et à droite, vous avez le scénario inverse, qui n'est pas impossible non plus, qui serait une sorte de raz-de-marée en faveur de Biden, qui remporterait à la fois la Rust Belt, mais aussi la plupart des États clés de la Sun Belt, du sud des États-Unis, et même le Texas, qui est incertain cette année, alors que c'est évidemment un bastion républicain traditionnel. Probablement, aujourd'hui, le rapport de force qu'on mesure serait celui d'une victoire assez large, sans être aussi massive que celle-là, de Joe Biden, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'étendue des possibles. Je laisse la parole à Brice sur la perception des candidats. Alors Mathieu vous a décrit les dynamiques électorales, à quoi elles renvoyaient, les mobilisations, les différentes catégories. Moi, je voudrais maintenant aborder avec vous un sujet qui est fondamental dans ce type d'élection, qui est quand même le rapport direct des Américains aux 2 principaux candidats. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons un Trump qui a été impopulaire et à un niveau élevé et très stable aussi depuis le début de son mandat quasiment et tout au long de son mandat jusqu'à maintenant. Il y a là une très grande stabilité de sa popularité ou de son impopularité majoritaire. Et c'est important parce que ce n'a pas toujours été le cas, loin de là, quand on regarde la popularité de ses prédécesseurs. Vous le voyez sur ces différents graphiques, que ce soit Obama, Bush, Clinton, on avait des popularités qui pouvaient suivre des mouvements profonds, soit une baisse régulière et importante pour George W. Bush de sa popularité, soit pour Bill Clinton quelque chose de beaucoup plus assuré. À noter d'ailleurs que tous, malgré tout, devenaient vite relativement impopulaires. Mais c'est la structure de cette impopularité, la façon dont elle évolue, qui est tout à fait déterminante. Et pour le coup, il y a bien une singularité de l'impopularité très fortement enquistée, j'ai envie de dire, de Donald Trump. L'autre élément important à avoir à l'esprit, c'est que si Biden est plus populaire que Trump, moins impopulaire, parce qu'il n'y a pas d'engouement non plus pour Joe Biden, je vais y revenir, ce qu'on mesure quand même, c'est que les attaques de la campagne républicaine contre Joe Biden n'ont pas fonctionné, n'ont pas réussi à déstabiliser, à entamer la popularité de Biden. Et là encore, c'est un élément profond et important de différenciation par rapport à la campagne de 2016, où en 2016, vous le voyez ici, Hillary Clinton était partie avec un niveau de popularité bien plus élevé, et relativement élevé, et puis on voit parfaitement le moment où globalement son impopularité remonte et où globalement les attaques du camp républicain, les attaques de Trump vont la faire tout simplement s'effondrer, en tous les cas font qu'elle passe d'une popularité majoritairement positive à une impopularité majoritaire. Et donc c'est un schéma que nous n'avons pas eu dans la campagne électorale actuelle.
Et puis je vais passer un peu plus vite là sur la sociologie du soutien à Donald Trump, parce que ça rejoint évidemment ce qu'on a vu sur l'électoral. Mais là encore, c'est quand même important de voir à quel point, dans le rapport aux individus, et Thomas, je crois, pourra y revenir pour expliquer un certain nombre de choses sur la virilité et la mise en scène de la virilité de Donald Trump et ce que cela crée dans les électorats. Mais vous voyez que les femmes désapprouvent fortement, très fortement, à 61% Donald Trump, qu'on a ce rapport avec les plus âgés qui restent maintenant en faveur de Joe Biden. On a 56% des plus âgés qui désapprouvent Trump, donc la personnalité de Trump a beaucoup joué. Et puis je ne reviens pas sur les catégories donc, de type blanc, afro-américain ou hispanique. Dernier élément, quand on creuse un peu les structures d'image, ce n'est pas sans rappeler, je trouve, certains aspects de la campagne de 2012 qui ont opposé Nicolas Sarkozy, qui avait opposé Nicolas Sarkozy à François Hollande. Si vous regardez leur profil, la comparer, Trump et Biden, on a un avantage de Trump sur l'idée de il défend ce en quoi il croit, donc sur la force de conviction, ce qu'on avait d'ailleurs également avec Nicolas Sarkozy, ce qui n'était pas une force de François Hollande. Donc là, Trump est mieux noté, mieux positionné. On voit également que sur cet item typiquement américain, vif d'esprit, eh bien là, malgré tout, Trump a réussi à un peu égratigner Biden avec son Biden l'endormi, mais que sinon, sur toutes les autres dimensions, que ce soit le courage, ce qui est d'ailleurs un petit peu paradoxal, mais on pourra y revenir, et surtout la capacité à avoir un plan clair pour faire face aux enjeux actuels, et notamment la Covid-19, la proximité, l'honnêteté, et la possibilité d'unir un pays extrêmement polarisé, comme encore une fois on l'avait eu un peu en 2012, et bien là c'est Joe Biden qui l'emporte très nettement. Donc le clivage est fort et les dimensions d'image ne sont pas des dimensions extrêmement positives pour Biden, mais en comparaison, elles jouent sur des points qui sont des points d'appui réels. On retrouve ça également quand on regarde, et Ipsos détient à racheter il y a peu Synthesio, donc nous avons une capacité tout à fait unique de captation de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et d'analyse ensuite de tout ce qui se dit. On vous a mis là un certain nombre de tweets illustratifs, puisqu'on voit aussi bien chez les démocrates que chez les républicains qu'il y a des dimensions qui émergent et qui expliquent aussi les revirements. On a très peu, par exemple, d'évocation de décence et d'honnêteté s'agissant de Donald Trump, alors que c'est quelque chose que capte véritablement Biden, et ce désir d'avoir un président plus décent, dont on n'est pas forcément honte, fait écho aussi avec certains aspects, encore une fois, de la campagne de 2012, mais montre qu'il s'est passé là quelque chose d'important aux États-Unis. Et c'est vrai également quand on regarde des tweets en provenance de républicains, où oui, on met en avance, quand on est républicain, l'énergie et le franc-parler de Trump. Ça, c'est sa base qui s'exprime, et on voit bien qu'il a toujours un socle important. Mais malgré tout, il y a d'anciens électeurs républicains qui sont devenus beaucoup plus critiques, notamment sur l'absence d'empathie de Donald Trump. Et cette absence d'empathie, elle joue tout particulièrement dans l'électorat plus âgé. Pour finir, les enjeux de la campagne électorale, les thèmes cette fois-ci. Merci beaucoup. Donc effectivement, quand on interroge les Américains pour savoir ce qu'ils ont en tête, enfin ce qui les inquiète, les intéresse durant cette campagne, ils citent avant tout deux éléments. Le premier, c'est tout ce qui tourne autour de la vie politique du président, avec évidemment souvent une inquiétude, voire un rejet vis-à-vis de Trump. Et le deuxième aspect, c'est évidemment le coronavirus, avec cette épidémie particulièrement mal maîtrisée aux États-Unis, qui inquiète fortement l'opinion, même s'il y a d'autres sujets qu'on peut voir, notamment la question des relations raciales, la question économique aussi. Voilà, toujours avec ces outils qui nous permettent de capter les conversations sur les réseaux sociaux, on regarde de quoi parlent les Américains quand ils parlent sur les réseaux sociaux de la campagne électorale. On voit que c'est largement le Covid qui écrase tout. 53% des conversations tournent autour du Covid, alors que les autres sujets, l'économie, le racisme, sont quand même largement derrière. Et sur la carte à droite, où on peut vraiment localiser au niveau des comtés, donc d'un niveau vraiment très fin géographiquement, les conversations, on voit que cette polarisation autour de la question sanitaire, elle est vraie quasiment dans l'ensemble du pays. Donc vraiment, c'est une élection qui se joue avant tout sur la question de l'épidémie, la question sanitaire. Sur les réseaux sociaux, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ce sujet ? Eh bien, on voit qu'il y a vraiment deux Amériques qui sont face à face. D'un côté, évidemment, des démocrates qui jugent que la gestion a été catastrophique de la part de la Maison-Blanche.
au contraire des républicains qui vont nous dire que finalement le président Trump a bien fait de gérer la crise de la manière dont il a fait, notamment en refusant un confinement national, en s'opposant au confinement dans les États démocrates, parce que, nous disent ses électeurs, finalement ça montre son empathie, parce qu'il voulait préserver l'économie, préserver les emplois des Américains. Donc on voit vraiment deux logiques totalement différentes dans ces deux camps extrêmement polarisés, on le voit encore une fois. Et puis, si on s'intéresse davantage à l'opinion publique au sens large, on voit que les Américains désapprouvent la gestion de l'épidémie par Donald Trump. Il y en a environ 39% qui l'approuvent contre 58% qui la désapprouvent. Et on voit, in fine, que ça recoupe quasiment exactement la courbe de popularité de Donald Trump telle que l'a présentait Brice tout à l'heure. Et en fait, c'est un des éléments de l'impact du Covid sur l'élection. Comme le disait tout à l'heure Brice, les intentions de vote n'ont pas du tout bougé pendant la campagne, mais très certainement, la Covid a encore enquisté, cristallisé le sentiment des Américains vis-à-vis de Trump et vis-à-vis de sa gestion. Les républicains étaient encore plus satisfaits et donc encore plus motivés pour aller voter pour lui. Les démocrates étaient encore plus inquiets, en colère et donc motivés à voter pour son adversaire. Et un autre impact déterminant de la crise sanitaire, ça a été la crise économique qui s'en est ensuivie. Ici, vous avez l'évolution du taux de chômage aux États-Unis mois par mois depuis 2000. On voit qu'il y a eu un pic incroyable au printemps dernier, lié évidemment à l'épidémie. Un pic qui n'a jamais été mesuré dans cette ampleur aux États-Unis, même pendant la crise de 1929. Et même si la situation s'est améliorée depuis, on reste tout de même à 7,9% de chômage aux États-Unis aujourd'hui, ce qui reste un niveau très élevé sur le long terme aux États-Unis. Et cette crise économique, elle a eu un impact direct sur la campagne de Trump, c'est que la campagne de Trump avait prévu en fait de faire campagne sur son bilan économique qui, comme on le voit, en fait, était juste avant la crise sanitaire extrêmement positif. Or, cette épidémie a bien sûr bouleversé les plans de campagne des républicains et on voit qu'ils n'ont pas vraiment réussi à rebondir, à trouver un argumentaire pour conduire les indécis, les gens qui avaient une opinion relativement mauvaise sans être forcément désastreuse vis-à-vis de Trump, de revoter pour lui. Donc voilà, la Covid n'a pas fait bouger les lignes du point de vue des intentions de vote, mais elle a sûrement empêché Donald Trump de revenir dans le jeu véritablement, alors que ça aurait été tout à fait possible auparavant. On voit de quoi parlent les électeurs quand ils s'expriment sur les réseaux sociaux. Globalement, vous avez deux types de raisonnement. Les démocrates nous disent à la fois qu'avant la pandémie, finalement, Trump, ses bons chiffres s'appuyaient essentiellement sur les actions menées par Obama durant ces deux mandats, et d'autre part que sa gestion a été catastrophique au niveau sanitaire et a entraîné cette crise économique. Les républicains, dans le sens inverse, jugeant au contraire que la gestion de Trump a été faite pour justement préserver l'économie américaine. Donc là encore, c'est véritablement deux mondes qui s'affrontent sans vraiment pouvoir véritablement converser, étant donné que leurs visions sont totalement opposées. Et puis, on voit toujours donc, sur les réseaux sociaux qu'il y a quand même d'autres sujets qui émergent. On les voit dans le temps, ici, avec en orange notamment donc, ces sujets autour de l'économie. Et puis, en violet, le sujet du racisme qui a quand même été très important. On voit qu'il a explosé en mai au moment de la mort de George Floyd et du lancement des manifestations du mouvement Black Lives Matter, mais qu'il est toujours resté dans les esprits pendant toute la campagne. Donc il y a quand même, au-delà de la pandémie, au-delà de la situation économique et au-delà de la personnalité de Trump, d'autres enjeux qui viennent s'introduire dans cette campagne, même s'ils ne jouent pas forcément un rôle aussi important. Et un dernier point, là encore, on a interrogé les Américains pour savoir quel candidat était jugé le plus crédible sur les grands enjeux de la campagne. Et on voit que Joe Biden domine sur quasiment tous les enjeux, évidemment sur la question environnementale, sur la question des droits civiques, c'est-à-dire des relations raciales aux États-Unis, sur la question du système de santé et de l'épidémie, qui sont évidemment des enjeux importants aujourd'hui. Et même, ils sont au coude à coude sur des questions dont on pourrait s'imaginer, vu de France, que Donald Trump les domine plus fortement, la question migratoire et la question de l'insécurité. Et bien même sur ces sujets, on voit que Biden est compétitif vis-à-vis de Trump. Même chose sur l'économie qui aurait dû
dû être ce sujet sur lequel Trump voulait faire sa campagne. Et on voit que même sur ce sujet, il est à peine quelques points devant Joe Biden en termes de crédibilité. Donc en termes de crédibilité, vraiment, en plus de cette image dégradée, Donald Trump est dans une situation délicate. Et je laisse Brice conclure. Juste conclure avant de laisser la parole à Thomas Negaroff qui a beaucoup de choses à nous dire et puis aussi de répondre à vos questions. Donc très rapidement, si on devait retenir une chose ou 2 ou 3 points de cette présentation, c'est une élection qui va se jouer sur 2 enjeux majeurs. La personnalité du président sortant. Très clairement, on a un vote d'adhésion à Trump chez les républicains et chez les démocrates, on vote pour contrer Trump. C'est de la politisation négative et c'est de la politisation par antagonisme, mais c'est un levier souvent efficace dans les campagnes électorales. Le deuxième élément majeur, Mathieu vient d'y faire allusion, c'est que s'il n'y avait pas eu l'épidémie du Covid-19, eh bien on voit que malgré tout, sur l'économie justement, alors qu'il y a cette épidémie, Donald Trump ne s'est pas du tout effondré, il est au coude à coude avec Joe Biden, donc on peut se dire que sans le Covid, il avait véritablement la capacité d'aligner de bons résultats économiques et qu'il aurait probablement été élu. Alors, le film n'est pas terminé, l'élection a lieu dans quelques jours, mais le deuxième point important, c'est de bien comprendre à quel point c'est l'irruption de la Covid-19 qui a bouleversé cette dynamique électorale et qui a empêché les républicains de mettre en avant leur bilan économique. L'autre élément, mais il est plus connu, c'est cette très forte polarisation de l'électorat et cette cristallisation donc précoce du rapport de force. Vraiment, je voudrais insister là-dessus, quand les choses sont aussi cristallisées depuis longtemps, on serait quand même étonné, il faut être clair, qu'il y ait un bouleversement massif en toute fin de campagne. Donc Biden est nettement en tête dans les intentions de vote nationales. C'est plus serré dans un certain nombre de swing states, notamment dans la Rust Belt ou dans la Sun Belt. Le scénario d'une victoire de Trump est peu probable, mais il reste envisageable. Et quand nous disons cela, ce n'est pas une précaution de sondeur, il reste envisageable si, comme Mathieu vous l'a montré, on combine un certain nombre d'indicateurs de mobilisation ou d'États qui basculeraient ou non. Donc il ne faut pas considérer que l'élection est jouée. En revanche, nous considérons clairement qu'elle est très fortement orientée en faveur de Joe Biden. Voilà, merci d'avoir partagé ces données avec nous, mais je voudrais maintenant laisser la parole à Thomas, que je remercie aussi à nouveau d'être parmi nous, pour qu'il vous donne sa lecture de cette élection qu'il suit depuis le début et des États-Unis depuis bien plus longtemps encore. Oui, justement, en 2012, j'avais fait un livre qui s'intéressait à l'histoire de la présidence américaine depuis Theodore Roosevelt, donc au XXe siècle, président en 1901, et j'avais essayé de montrer qu'il y avait une dimension cyclique pour dépasser la simple analyse conjoncturelle de telle ou telle élection. Il y avait quelque chose de cyclique qui apparaissait, quand on regarde le temps long, en tout cas un siècle et un peu plus d'un siècle, qui était l'alternance assez régulière de présidences que je qualifierais de viriles, ou en tout cas qui exprimaient une forme de force physique, peut-être aussi marquée, teintée de nostalgie d'un passé pionnier, qui rejouait en permanence cette histoire-là. Et puis en face, à d'autres moments, de manière cyclique, en réponse souvent d'ailleurs, des présidences plus empathiques, que certains aux États-Unis qualifient de plus féminines, davantage dans le dialogue, dans la recherche de compromis, dans la recherche de discussion, plutôt que dans la recherche de décisions un peu prises. Et vous allez voir le lien avec la situation actuelle, avec souvent un rapport à la science, au savoir, à l'expertise, qui était un peu différent. Dans les présidences virilistes, il y a un rapport au corps qui est plus direct, plus immédiat, à l'instinct, on appelait l'instinct, alors que dans les présidences plus empathiques, on est davantage dans une réflexion qui tient compte de l'expertise. Il y a d'ailleurs, à un moment donné, Richard Hofstadter a d'ailleurs bien montré, un politologue américain, que cette dimension-là, elle était très forte, par exemple, dans les années 50, mais pas forcément telle qu'on l'imagine. C'est-à-dire que la présidence Eisenhower, par exemple, général 5 étoiles, Première et Seconde Guerre mondiale, etc., avait aussi ce rapport évidemment très viriliste au pouvoir, et avec ce rapport à la science. Sauf que lorsque les Soviétiques envoient Sputnik dans l'espace, il y a tout à coup une espèce de prise de conscience d'un retard. Et il y a ce que les Américains l'appellent, et Hofstadter appelle à l'époque, un Sputnik effect, qui va se dire, mon Dieu, on n'a pas pris assez en compte la question de la science, et on est en train d'être mis en retard en raison de cela. Et arrive après John Kennedy, qui, d'un point de vue peut-être un peu instinctif pour nous, pour le coup, offre une réponse plus empathique. En fait, pas vraiment. Kennedy, même s'il va remettre la science en avant, et ça nuance un peu ce que je veux dire sur la dimension un peu manichéenne entre la science et pas la science, mais il va, au contraire, lui, dire on a un gap avec les soviétiques, il y a un missile gap, mais il y a surtout un muscle gap, un gap musculaire. Donc il va
lui aussi relancer cette dimension un peu physique. Alors les présidences empathiques, les véritables présidences empathiques, elles sont rarement uniquement empathiques. Si vous vous pointez aux États-Unis et vous êtes uniquement là en train de vouloir dire que vous voulez dialoguer avec tout le monde, c'est très difficile. Donc il faut mêler les deux. C'est Franklin Delano Roosevelt, par exemple, qui à la fois est empathique, mais qui a aussi une rhétorique de l'action, etc., face à la crise économique. Vous avez aussi, dans le temps plus récent, Bill Clinton, par exemple, avec sa phrase très célèbre, « I feel your pain » en 1992, mais qui a aussi une espèce de dynamique de l'action, mais tout de même avec, je crois, en fait, s'il fallait un peu nuancer ce que je dis, ce n'est pas empathique ou viriliste, c'est quelle est la priorité donnée, puisqu'en fait, en réalité, c'est souvent un mélange des deux, avec une priorité donnée pour l'un ou pour l'autre. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a, je crois, de manière presque, alors là pour le coup manichéenne, l'opposition entre les deux. Et la crise du Covid-19 ou de la Covid-19 a, je crois, encore plus renforcé. Quand Brice parlait de cristallisation autour de la question de la Covid, je trouve que ça a cristallisé ça en particulier, puisqu'il y a eu deux approches totalement opposées. L'approche de Trump qui était au contraire d'abord de nier, puis quand il l'a eu d'en sortir encore plus viriliste qu'avant, en disant voilà, j'ai combattu et j'ai vaincu, et parce que je suis courageux, le courage était intéressant, parce que je suis courageux, je suis allé au contact et je l'ai eu, et j'en suis sorti plus jeune encore de 20 ans que lors d'avant, donc c'est toujours important, le rapport à la jeunesse évidemment, quand on veut se présenter comme viril, c'est important d'apparaître comme à la fois masculin et jeune, et inversement, Biden, alors là pour le coup, a surjoué la question empathique, en restant à la fois dans une thématique de responsabilité dans son sous-sol, et Trump s'en est ô combien moqué à Wilmington dans le Delaware, mais surtout en affichant le masque en permanence et en rappelant à de nombreuses reprises que lui-même avait souffert de la disparition de personnes proches, rien avec le Covid, mais quand il était un jeune élu, et que du coup il comprenait la douleur qui peut toucher une famille qui perd des membres de manière brutale à un moment donné. Il l'avait dit notamment lorsqu'il y avait tout un débat sur peut-on ou pas assister aux obsèques. Il avait dit « Je comprends que c'est terrible de ne pas assister aux obsèques. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire quand ma femme est morte, quand un de mes enfants est mort, et puis un deuxième enfant est mort ensuite. » Vous voyez comment il a vraiment… Je ne sais pas si c'est naturel ou surjoué, ce n'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, la différence est faite à ce moment-là. Et du coup, quand le Covid est devenu le thème principal de la campagne, c'est pour ça que quand on met les thèmes et les items, quand on met le président et le Covid, en fait, tout se mélange, parce que pour les gens, le président, c'est quoi ? C'est celui qui est capable aussi de comprendre leur douleur ou de trouver des solutions. Et je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais c'est une évidence que ça a vraiment permis de clarifier clairement les enjeux, et on l'a vu lors des débats. Vous aviez Trump qui était dans l'agression, dans l'attaque, un hominem aussi qui frappait fort, etc. Et vous aviez un Biden qui, comme je le fais là, regardait la caméra, parlait aux familles américaines, expliquait ce n'est pas sa famille ou la mienne, ce qui compte, c'est votre famille à vous, qui s'adressait aux Américains. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce discours-là, il ne marche pas à tous les moments. Et c'est là où la dimension cyclique, elle fonctionne. À la fin de Barack Obama, je ne suis pas sûr que Joe Biden aurait été élu avec ce discours-là. Parce qu'il y avait à un moment donné, et Trump l'avait bien senti, un désir de testostérone chez les Américains, qui se couple, à mon avis, à une crainte, comme toujours, parce que dans l'histoire américaine, ces grands moments de désir de testostérone, ce n'est pas à n'importe quel moment. C'est par exemple Theodore Roosevelt en 1900, c'est par exemple Kennedy en 1960, ou Reagan en 1980. C'est des moments où les sociologues américains évoquent une crise de la masculinité, et en particulier de la masculinité blanche. C'est des interrogations, par exemple, Reagan, c'est clairement un moment, après la guerre du Vietnam, où la question du soldat américain est posée, à une question, même les sociologues américains sont intéressés vraiment à ce moment-là d'interrogation, même sur l'évolution de la famille américaine. Dans les années 60 aussi, c'est ça, les femmes travaillent de plus en plus. Bref, il y a des tas d'interrogations sur c'est quoi un homme. Et si je remonte le passé, Theodore Roosevelt, c'est la fin de la frontière, la fin du mythe du pionnier, du cow-boy, que va surjouer le président. Et donc le président, d'une certaine manière, il offre une forme de consolation à un monde qui est en train de disparaître. Et Trump, en 2016, a offert cette sorte de consolation à un monde qui est en train de disparaître. Quel était le monde qui disparaissait en 2016 ? Eh bien, pour la première fois, la démographie américaine a dit une chose, c'est qu'aux États-Unis, plus d'un bébé sur deux qui naît en 2016 n'est pas blanc. C'est difficile à voir le lien direct entre les deux, mais Trump a saisi quelque chose. J'étais à Washington en janvier 2017, au moment de l'investiture de Trump, et ils avaient tous des casquettes « Make America Great Again ». Et moi, je leur demandais, mais c'était quand « Great Again » ? C'était quand la grandeur ? Et c'était passionnant parce qu'il y avait plein de réponses différentes, mais le plus important dans l'histoire, c'est pas « Make », c'est pas « America »,
c'est pas great, c'est again. C'est l'idée de la nostalgie, qui est très différente du Yes We Can, qui est une projection vers l'avenir. Et pour le coup, Biden ne joue pas sur la projection vers l'avenir, mais Clinton jouait là-dessus. C'est un pont vers le 21e siècle, quelque chose de très fort. Là, on a deux candidats qui jouent en fait en réalité bien davantage que l'avenir, un passé qui n'est pas le même dans les deux cas. Pour Biden, c'est un passé plus empathique, plus inclusif, où l'Amérique était unie. Je ne sais pas si elle l'a déjà été, je ne suis pas sûr, mais peu importe. Le rêve américain n'a pas vocation à être une réalité, c'est un rêve, c'est comme ça que ça définit un rêve. Et Trump, c'est un passé qu'on a du mal à dater. Certains me disaient que c'était avant Obama, peut-être les plus racistes. D'autres me disaient que c'était les années 50. N'oublions pas que c'est aussi les années de ségrégation raciale, mais c'est aussi une Amérique un peu happy days, une Amérique où on savait qui était l'ennemi, qui étaient les alliés, une Amérique où les femmes avaient leur place aussi, où les hommes avaient leur place. Bref, une espèce de conservatisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux regardent vers le passé. Et moi, c'est ça qui me frappe dans cette élection de cette année, c'est que vous n'avez pas un candidat qui arrive et qui a une projection vers l'avenir. Alors peut-être c'est du côté du vice-président, et en particulier de Kamala Harris, qu'il faut chercher ça. Mais je trouve que c'est en cela que cette élection, elle est à la fois, et pour résumer, pour conclure mon propos, à la fois elle s'inscrit dans un temps long d'une opposition, alors là encore plus manichéenne, entre d'un côté la virilité, de l'autre côté l'empathie, avec tout ce que ça déroule derrière, de ressembler pour rassembler, de rapport à la science, aux experts, etc. etc. Et puis, d'un autre côté, donc ça c'est plutôt classique, et puis une espèce de caractère un peu inédit, je trouve, d'avoir deux candidats. Alors théoriquement, le Parti démocrate est plutôt le parti qui regarde vers l'avenir, deux candidats qui regardent plutôt vers le passé, ou quand ils regardent vers l'avenir, et c'est pour ça que c'est très inquiétant pour l'après 3 novembre, ils dépeignent l'avenir uniquement sous l'angle si je ne suis pas élu, ça sera le chaos en Amérique. Biden le dit et Trump le dit. Et c'est en cela qu'il y a certainement des inquiétudes pour l'élection à venir. Alors, je ne vais pas développer les inquiétudes qui sont réelles, mais c'est vrai que la question de compter les bulletins, la question des milices armées qui surveillent les bureaux de vote, des types qui disent on s'arme au cas où Trump serait battu. Pour l'instant, il y a beaucoup peut-être d'excitation un peu médiatique, mais il y a quand même une réalité d'une inquiétude aux États-Unis pour des lendemains qui pourraient déchanter. Et cette campagne qui ne se joue pas sur une projection dans l'avenir, c'est vraiment, je crois, ce qu'on peut appeler de la politisation négative au sens strict du terme. Et c'est ça qui donne cette connotation si particulière à cette élection. J'ai essayé de faire quelques ponts avec certaines élections françaises, mais même quand il y a des similitudes, la France forte, par exemple, de Nicolas Sarkozy, était une projection malgré tout dans l'avenir. Le changement, c'est maintenant que lui répondait François Hollande aussi. Donc on avait des points de comparaison, mais on n'était pas que dans de la politisation négative. Exactement. Merci, merci à vous tous, merci à Thomas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut passer maintenant? Oui, on a reçu énormément de questions. Alors, la première, quels sont les États où l'on pourrait observer un basculement au niveau des sénatoriales? Alors, effectivement, aujourd'hui, le Sénat est contrôlé par les Républicains. Il y a la possibilité que les démocrates remportent une majorité au Sénat. C'est loin d'être assuré. C'est extrêmement incertain à ce stade, avec effectivement un certain nombre d'États qui sont à suivre. Je pense par exemple à l'Arizona, et on voit souvent que les États qui sont incertains au niveau présidentiel le sont aussi au niveau sénatorial. Donc voilà, je pense par exemple à l'Arizona, à la Caroline du Sud, beaucoup d'États effectivement, là toujours encore dans la fameuse Sun Belt du sud des États-Unis. Comment interpréter le fait que 60% des votants ont déjà voté? Est-ce habituel? Ah non, c'est pas du tout habituel. Ça montre le degré de mobilisation et de polarisation de l'électorat. Et je crois que c'est aussi, j'évoquais tout à l'heure l'idée de la mobilisation par antagonisme, c'est aussi la traduction de cette mobilisation par antagonisme qui fonctionne. C'est-à-dire que le rejet de l'autre est un puissant moteur. Et là, il y a la volonté de ne pas se faire voler son élection. Les Américains, une partie des Américains ont manifestement bien entendu que ce qui avait coûté en partie sa victoire à Hillary Clinton et qu'a rappelé Mathieu, c'était des effets de mobilisation. Et ça montre, je crois, l'intensité de ce qui est en train de se jouer là aux États-Unis. J'ajouterai un autre aspect qui est aussi, il faut aussi prendre en compte ça, c'est que beaucoup d'États ont facilité le vote par correspondance et le vote anticipé dans le contexte du Covid. Donc les deux sur un lot. Mais c'est vrai qu'au Texas, là, on est quasiment à 100%. 93% voilà. des électeurs, enfin si on compare le nombre d'électeurs qui avaient voté au Texas en 2016, 93% d'entre eux ont déjà voté. Donc effectivement, on devrait aboutir à des taux de mobilisation très importants dans un certain nombre d'États et peut-être au niveau national. Quel va être l'impact selon vous du vote anticipé par correspondance? Le vote par... Alors, le vote... Qui votent. Ouais.
Alors, ce que nous disent les sondeurs, c'est plutôt que c'est un vote démocrate. C'est un vote démocrate. C'est un vote démocrate parce que c'est un vote de gens qui habituellement se mobilisent un peu moins. Or, voilà, c'est vraiment l'enjeu pour Biden, quoi. C'est la participation. D'ailleurs, Trump l'avait lui-même dit. Hein. Il avait dit, si on permet largement le vote par correspondance, on n'aura plus jamais de républicains élus. Il avait formulé lui-même. Donc, de fait, oui, c'est plutôt bon signe. Après, attendons de voir. Et on mesure que dans l'électorat républicain, justement, il y a une prime au vote en présentiel, c'est-à-dire que c'est l'électorat qui nous dit le plus massivement qu'il faut et qu'il veut aller voter en présentiel et pas, c'est la défiance à l'égard du système postal développé par Donald Trump et pas donc par correspondance. Est-ce vraiment une élection présidentielle ou un référendum anti-Trump? Autrement dit, n'importe quel candidat démocrate pourra-t-il gagner ou Joe Biden a-t-il de véritables atouts? Non, c'est un référendum anti-Trump, ça c'est clair. Moi, ce que j'avais vu comme chiffre, c'était que entre 60 et 65% des électeurs de Biden votent d'abord contre Trump. Mais Brice l'a rappelé au début. C'est aussi en France, il y a 2 tours. On choisit, on élimine. Il n'y a qu'un tour aux États-Unis, donc on élimine. Et quand vous avez un président aussi clivant, ça ne veut pas dire que n'importe qui aurait battu Trump. Ça, je ne crois pas non plus. Hein. Biden a une très bonne image aux États-Unis, bien meilleure qu'Hillary Clinton. D'ailleurs, quand on voyait la popularité d'Hillary Clinton, ce qui est intéressant, c'est qu'elle devient populaire au moment où elle rentre en campagne. Ce qui n'est pas du tout le cas pour Biden. Mais pour dire aussi qu'il ne suffit pas d'être le candidat qui s'oppose à Trump pour l'emporter, moi je trouve quand même impressionnant que sur cette question de l'économie, en pleine crise Covid, en pleine irruption du chômage, on l'a encore rappelé, et bien que finalement, en termes de crédibilité comparée, Trump reste au coude à coude légèrement supérieur même à Biden. Ça montre bien que c'est un adversaire qui conserve sur certains points de la crédibilité, de la force, de la puissance. Donc le référendum anti-Trump, il est évident, mais ça ne veut pas dire que n'importe qui, avec une casquette anti-Trump, aurait été président des États-Unis. D'autant je précise, et je répète ce que je disais, c'est vraiment parce qu'il offre une alternative empathique. Il offre une vraie alternative. Si vous aviez une espèce de simili-Trump, un peu du côté démocrate, quelqu'un d'extrêmement violent, etc., ça ne marcherait pas. Parce qu'il y a vraiment, c'est l'anti-Trumpisme, mais parce qu'il est lui-même anti-Trump. Est-ce que, comme en 2016, il peut y avoir un vote caché pro-Trump qui ferait basculer l'élection? C'est l'angoisse des Alors, c'est une vraie question, mais déjà, on peut se poser la question de savoir s'il y a vraiment eu un vote caché en 2016. En fait, aux États-Unis, en France, il peut y avoir un vote caché. C'est-à-dire que nous, quand on fait des enquêtes pour des élections présidentielles, on les fait désormais par Internet, donc où les personnes qu'on interroge ne sont pas face à un enquêteur. Et dans ce genre d'enquête, les personnes nous disent vraiment leur vote de manière sincère. C'est-à-dire que, par exemple, les votes qui sont plus difficilement avouables, on pense au vote pour le Rassemblement national, sont très bien mesurés. Ce n'était pas le cas forcément dans le passé avec les enquêtes téléphoniques. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez des enquêtes par téléphone et en ligne, et globalement, elles donnent exactement les mêmes résultats. De manière générale, est-ce qu'il y a eu un vote caché en 2016 ? On peut en douter, parce que comme on ne l'a pas dit d'ailleurs là, mais les sondages s'étaient trompés en 2016 uniquement dans 3 États. Et il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle les électeurs qui se cacheraient de voter Trump seraient massés dans 3 États. Enfin, a priori, je ne le comprends pas trop. Et dernier point, sociologiquement, les États-Unis sont très polarisés d'un point de vue politique, mais aussi géographiquement. Quand vous êtes républicain, vous avez de très grandes chances d'habiter dans un comté très républicain, de connaître des gens très républicains, d'avoir votre famille, vos amis qui votent Trump, qui sont pro-Trump. Donc a priori, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle ces gens-là auraient honte de dire qu'ils votent pour Trump. Et puis, je voudrais mettre en avant du vote caché. C'est une façon de psychologiser ce qui s'est passé en disant si on n'a pas eu le bon résultat, c'est parce que les gens n'osent pas dire pour qui ils vont voter. Et on en oublie la question majeure qui est la question de la qualité de nos échantillons. Et c'est ça aussi qu'il faut travailler, que nous nous efforçons de travailler en permanence à Ipsos. On a des biais dans toutes les enquêtes. L'enjeu, c'est de les repérer et de les corriger. Et nous avons travaillé sur notamment un biais qu'il y avait eu la dernière fois aux États-Unis, qui est incontestable, c'était la sous-estimation, la moindre bonne prise en compte dans nos échantillons d'un électorat blanc populaire. Une fois que vous avez identifié ce type de biais, vous pouvez, par différentes techniques de redressement et autres, véritablement le tenir, le corriger. Et c'est ça qui joue beaucoup. Donc moi, je résiste un peu aux explications psychologisantes. Je crois que là, elles existent, Mathieu en a indiqué certaines, mais que l'enjeu central, c'est en tous les cas beaucoup là-dessus que nous travaillons, c'est la qualité de nos échantillons, leur degré de représentativité,
dans 95% des campagnes électorales que nous suivons et que nous faisons, les résultats sont bons. Et s'ils sont bons, je crois que ça renvoie beaucoup à cet enjeu-là prioritairement. Les militaires sont-ils toujours majoritairement prêts à voter pour Biden? Si oui, est-ce une difficulté de taille pour Trump? C'est un électorat qui a... Alors, traditionnellement, c'est un État républicain. Effectivement, on a plusieurs indications qui montreraient qu'ils ont basculé. Bon, ça reste un électorat relativement, enfin, en taille qui est limitée, donc les enquêtes qu'on peut faire sont pas forcément, enfin, sont peut-être à prendre avec des pincettes. Après, voilà, il y a la question de savoir où se situent ces militaires. Est-ce qu'ils se situent massivement dans des swing states? C'est pas forcément le cas. Il y a notamment un certain nombre d'États qui sont a priori très démocrates, comme la Virginie, où il y a beaucoup de militaires. Donc ça peut être un électorat important. De là à ce que vraiment ça soit l'électorat qui fasse l'élection, je pense qu'on n'en est quand même pas là, sauf si l'élection se joue dans un ou deux États à quelques centaines, quelques milliers de voix près. Lors de la nuit électorale, est-ce qu'il y a un ou deux États qu'il faut suivre particulièrement parce qu'ils risquent d'être décisifs ou peuvent donner une tendance rapide? Ah oui. Enfin, La Pennsylvanie, la Floride, enfin les États qu'on a montrés, mais ce sont surtout ceux-là. Ouais, la Floride, parce que la Floride commence à compter assez tôt. Donc on devrait embrasser rapidement la Floride, et sachant juste que depuis 1924, aucun candidat n'a gagné la présidentielle sans la Floride. Donc c'est un bon indicateur. Ça ne veut pas dire que ça marchera toujours, mais en tout cas, si Trump perd la Floride, je pense qu'il n'a pas de voix pour l'emporter. Biden peut perdre la Floride et gagner la présidentielle en revanche. Exactement. D'accord. Pourriez-vous réexpliquer, s'il vous plaît, pourquoi le Texas pourrait basculer? Il y a deux grandes dynamiques au Texas. Déjà, le Texas, c'est un État où il y a beaucoup d'hispaniques. Les hispaniques votent plus démocrates que la moyenne, et les hispaniques sont un électorat en forte croissance démographique. Donc, ils votent démocrates et ils sont de plus en plus nombreux dans la population. Et la deuxième dynamique au Texas, c'est le vote dans les banlieues des grandes villes du Texas. Il y a beaucoup de grandes villes, de très grandes agglomérations au Texas, avec des banlieues qui comptent des millions d'habitants, donc des millions d'électeurs. Or, ces électeurs étaient auparavant des républicains modérés qui ont pu voter pour Bush, pour McCain, pour Romney. Mais on a vu qu'en 2016, ils avaient déjà très fortement basculé dans le camp démocrate. Et ça s'est encore accentué en 2018 aux élections de mi-mandat. Donc si on ajoute à la fois cette dynamique des banlieues plus cette dynamique des hispaniques, ça peut effectivement faire que le Texas soit peut-être pas un État qui va voter Biden. Ça reste quand même un État fondamentalement assez conservateur. Mais en tout cas, un État qui sera très serré et qui, dans les années à venir, pourrait effectivement voter démocrate. Il y a un troisième facteur, c'est les migrations internes. Vous avez 7 millions d'habitants de Californie qui a migré ces dernières années au Texas, notamment des gens de la tech, parce que ça se développe aussi beaucoup au Texas, et c'est plutôt des démocrates. Donc il y a une évolution sociologique, même si Biden, en évoquant la fin du pétrole, c'est peut-être tirer une balle dans le pied dans cette région pour qui le pétrole est quand même vital. Si Biden est élu, ses actions pourraient-elles être limitées par la Cour suprême majoritairement républicaine? Ça dépend de quelle action on parle. L'action politique au quotidien, c'est plutôt le Congrès qui est important. C'est les deux chambres. On verra si ça bascule, ça va être difficile. Mais là dans l'urgence, la question de la Cour suprême, c'est plutôt la question du fonctionnement du vote dans quelques jours. Parce que vous avez des arrêts de la Cour suprême tous les jours qui vous disent est-ce qu'on peut ou pas comptabiliser les voix qui arriveront après le 3 novembre. Là, la Cour suprême a dit hier qu'en Pennsylvanie et en Caroline du Nord, pendant plusieurs jours, les bulletins arrivant à cause de la Poste, arrivant après le 3 novembre, seront comptabilisés. Donc là, Trump est dégoûté parce qu'il a nommé des juges et les juges le déjugent. Donc comme quoi, on n'est pas forcément assuré quand on a nommé les gens qu'ils soient loyaux jusqu'au bout. Mais c'est l'enjeu de maintenant. Après, l'enjeu de demain, la Cour suprême, ça sera important, effectivement, mais pour l'instant, c'est un peu de la science-fiction. Que pensent les Américains de l'âge de leurs candidats? C'est pas. D'abord, j'ai envie de dire qu'en termes d'offres électorales, ils n'ont pas le choix. Ils se retrouvent avec cette offre et c'est pas quelque chose qui est discriminant. Ensuite, c'est moins l'âge qui joue que la façon dont ces candidats ont pu mettre en scène, et je rejoins tout à fait ce que Thomas vient de nous raconter, soit une forme d'empathie, et ça a pesé chez les seniors, notamment avec la question du Covid, mais avec la question de cette empathie, soit la mise en scène de la force.
Alors, de là à dire que l'âge des capitaines serait une variable négligeable, non. Je pense qu'ils ont élu dans le passé à la fois des seniors et des gens beaucoup plus jeunes. On a aussi des questions de cycle, hein, où également les gens veulent de l'énergie ou au contraire de la sagesse. Là, il se trouve que celui qui est censé incarner l'énergie et celui qui est censé incarner la sagesse, eh bien, sont tous les deux relativement âgés. Mais c'est une question d'offre aussi. Hein. En revanche, ça pose la question davantage des vice-présidents potentiels. Joe Biden lui-même, elle avait dit, avant même de choisir Kamala Harris, j'ai intérêt à choisir quelqu'un de bien parce que peut-être je finirai pas mon mandat. Alors il le disait en souriant, mais enfin il le disait sérieusement. Et pour beaucoup d'Américains, c'est une réalité, hein, c'est un vrai enjeu. D'où l'importance du choix du colistier, parce qu'aux États-Unis, si le président meurt, il n'y a pas d'élection anticipée. Il y a le colistier qui termine le mandat. Alors, c'est une question que j'ai posée à notre homologue, à mon homologue américain. Est-ce que vraiment la question des vice-présidents joue beaucoup plus que d'habitude, notamment pour cette question d'âge, etc. Il nous disait que ça joue un peu plus que d'habitude, qu'il y a eu des levées de fonds qui sont intervenues et qui sont impressionnantes en fonction de ce qui s'est passé au niveau des vice-présidents, mais que malgré tout, c'est bien un combat Trump-Biden, où la question des vice-présidents, pour l'instant, est une question relativement minorée. Et ça joue peu parce que les deux vice-présidents apparaissent comme capables, ils sont suffisamment crédibles pour effectivement être capables de tenir la barre si jamais le président était empêché. Donc effectivement, si un des deux avait été jugé totalement peu crédible, comme par exemple Sarah Palin en 2008 pour John McCain, là ça aurait pu avoir un impact énorme, mais ça n'est pas le cas. Quel est l'impact des canons sur l'élection? Est-il mesurable? Oui, les QAnon, c'est les mouvements complotistes qui considèrent qu'il y a un État profond qui est dominé par les pédosatanistes avec des stars hollywoodiennes et l'élite du Parti démocrate qui entretiendrait des réseaux pédophiles. Alors ça peut sembler comme ça pour nous complètement délirant, ça a une vraie puissance et aux États-Unis, notamment les sondeurs ont montré qu'un électeur sur deux républicain y croit. Donc ça a quand même du poids. Hein. C'est une sociologie, pour le coup, tous ceux qui partagent cette idée d'un complot pédosatanique sont très majoritairement des électeurs de Trump. Là, il y a une ligne de clivage qui a été mesurée et qui est très claire. Et oui, je ne suis pas sûr que ça ait un impact sur l'élection, mais Non, par contre, c'est un signe de plus de cette polarisation énorme. On a désormais des électeurs républicains qui sont vraiment dans un univers totalement déconnecté de la réalité. Voilà. Pensez-vous que le choix de Kamala est stratégique? Oui, il participe, mais bien sûr, il participe aussi de cette capacité à mobiliser un certain nombre de minorités. En France, nous avons cette idée qu'une élection se gagne d'abord sur une logique globalisante. On résiste à la segmentation, modèle républicain oblige, etc., etc., même si dans toute campagne présidentielle française, il y a aussi évidemment des clientèles qui sont visées. Mais aux États-Unis, c'est une réalité tellement forte que le choix du vice-président, et on l'a vu là, tient compte de la capacité à aller toucher, à aller chercher, notamment ces minorités afro-hispaniques. Je pense que nous avons terminé au niveau des questions. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Je pense qu'on essaiera d'y répondre prochainement. Est-ce que vous avez un dernier mot? Juste pour vous remercier d'avoir suivi ce webinaire, remercier à nouveau Thomas Negarov d'être parmi nous et vous dire que le film ne s'arrête pas là. Ce que nous vous avons présenté, nous continuons à le faire jusqu'au bout aux États-Unis. Nous avons également un partenariat qui se met en place avec Radio France autour de Médias en scène. Et Ipsos sera partenaire, notamment autour d'une des grandes thématiques que sont les élections américaines, les campagnes électorales, le rapport à la démocratie. Donc ce que nous vous avons présenté ici n'est pas fini, on va continuer à le travailler, à l'élargir et à beaucoup en parler au moment de l'événement Médias en scène dont nous sommes donc partenaires avec vous, Radio France. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.